L'intelligence artificielle peut remplacer des humains dans de la prospection et de l'acquisition. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ça marche dans le B2B par exemple, et est-ce que ça s'adresse à tous les secteurs? On a fait quelque chose d'unique dans cette vidéo, puisqu'on va te proposer tout simplement de découvrir le système de quelqu'un de très avancé d'un point de vue marketing et de vente, qui a justement mis en place une intelligence artificielle pour aller démarcher sur WhatsApp des prospects qui sont dormants dans un CRM, donc d'aller les réactiver, mais aussi et surtout d'aller préqualifier des prospects avant un rendez-vous pour faire en sorte à ce que en fait, au moment de ton appel, tu aies toutes les informations prérequises pour faciliter la vente. Donc dans cet épisode, tu auras tout simplement Louis Esquier, fondateur d'une agence marketing qui est très avancée sur la prospection, qui s'adresse à des audiences B2B et qui est également créateur de contenu. Il va donc t'expliquer factuellement avec de la donnée les résultats qu'il a pu avoir avec justement ces avancées sur l'IA. Tu vas voir, tu vas être surpris et puis surtout tu vas pouvoir tester directement son intelligence artificielle durant la vidéo. Donc reste bien à l'écoute. Si les sujets autour de la prospection et l'intelligence artificielle t'intéressent, abonne-toi à cette chaîne parce qu'une nouvelle vidéo viendra la semaine prochaine avec une thématique beaucoup plus poussée sur le sujet. Et puis écoute, je te laisse visionner la vidéo. N'oublie pas, égalité, fraternité, prospection. Les prospects les plus qualifiés qui en appellent sont de l'IA systématiquement. L'idée d'avoir une infrastructure de setting IA qui permet de contacter tout le monde, c'est trop bien. Je le vois, un call sur 4 en plus, en ce moment, c'est grâce à l'IA. On dit toujours qu'il faut contacter un prospect 5 minutes après qu'il soit opt-in ou qu'il ait fait une action. En fait, l'IA te permet de le faire à 100% des cas. Salut Louis, j'espère que tu vas bien. Écoute, pour commencer, très chaud que tu remettre un peu en contexte justement qui tu es, ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas. Et du coup, salut Ellie. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai du coup une agence de marketing et à côté, j'ai du coup une formation avec un accompagnement pour apprendre du coup aux salariés qui sont en reconversion professionnelle à se reconvertir tout simplement en lançant un business, notamment en apprenant le marketing et en vendant leurs services de marketing. Et également, je sais que pas mal de potes à moi te connaissent par rapport à YouTube. Tu es aussi un très Oui, bon créateur de contenu sur YouTube en vrai. c'est vrai. Et j'oublie des fois d'en parler, mais oui, je fais énormément sur YouTube aussi, du coup avec une petite audience maintenant et je fais pas mal de vidéos dessus du coup. Yes, je recommande à ceux qui regardent cette vidéo d'aller jeter un coup d'œil. C'est ultra intéressant. Franchement, on est très captivé par ce que tu dis et c'est très bien monté. Merci. Juste, du coup, là aujourd'hui, on va parler d'acquisition. Déjà, dans un premier temps, je serais curieux de savoir, toi, au niveau de ton système d'acquisition avant, comment il fonctionnait avant qu'on intègre des sujets comme l'intelligence artificielle. Ouais, bah alors mon système d'acquisition a toujours été assez simple dans l'idée où moi je dis que la simplicité prime avant tout. Et du coup, mon système, c'était page de capture avec une VSL derrière et un calendrier de réservation qui était sur iClose. Et en gros, je faisais d'un point de vue source, j'en avais deux principales qui étaient ma chaîne YouTube, évidemment, vu que j'ai une bonne traction, et aussi la publicité Facebook. Et donc les deux, ils fonctionnaient très bien ensemble avec le tunnel. Donc en gros, j'avais tout ce trafic qui venait depuis le tunnel, qui venait sur regarder mes vidéos, puis après qui cliquait, qui s'obtine sur la page de capture, et puis qui regardait la VSL. Ça, c'était, on va dire, l'acquisition principale. Après, il réservait un appel ou il réservait pas d'appel. Ça dépendait. Et on va dire qu'il n'y avait pas d'optimisation avant avec, sans l'IA et tout dedans. Ok. Et du coup, si je résume, je vois ta vidéo, donc ta VSL, donc j'obtine, je laisse mes informations. Est-ce que tu avais des systèmes tout de même de mail ou de commerciaux qui appelaient ou qui envoyaient des messages, ou vraiment c'était uniquement la vidéo qui devait ramener des rendez-vous? J'avais quand même une stratégie d'email marketing derrière qui fonctionne bien, qui tournait et tout. Et alors c'est là où c'était très chaotique, c'est que les setters du coup qui sont censés rappeler les leads qui arrivent dans la page, t'as un setter un jour, le lendemain il te lâche parce qu'en fait il gagne pas assez ou parce qu'il a trouvé une autre opportunité ou parce que il pleuvait, du coup il avait pas envie de travailler aujourd'hui. Donc en fait c'était toujours un peu chaotique sur l'idée des setters derrière. Donc en fait le setting il était un petit peu bancal. Des fois, pendant une semaine, j'avais un setter qui était là à fond, et puis après, l'autre semaine, j'avais personne. Ok. Tu dirais que c'était ton plus gros challenge sur ton système d'acquisition auparavant, ou est-ce que tu vois d'autres choses que tu observais, que voilà, qui te tendaient quand tu commençais ta semaine et tu disais, il faut vraiment que je puisse résoudre ça? En gros, le principal problème, c'était d'avoir, de se dire que tu dépenses du budget pub
ou même ne serait-ce que de l'investissement aussi sur la vidéo YouTube qui ramène du lead. Donc, des fois, on oublie un petit peu la dépense, par exemple, du monteur, etc. Mais des fois, une chaîne YouTube, ça coûte cher. Clairement. Et c'est les deux ensemble qui ramenaient du lead. Et en fait, je sentais qu'il y avait une déperdition du lead parce que les gens ils s'obstinent, il y en a qui réservent un appel. Des fois, en fait, ce qui était fluctuant, c'était que des fois, pendant une journée, tu as 15 appels qui tombent, puis le jour d'après, tu en as 5. Et donc, en fait, ça fluctue énormément. Et aussi, on va dire, pour le moral des closers, etc., c'est un peu de l'humain. Donc, des fois, le moral des troupes, il faut leur dire, ouais, t'inquiète, il va y avoir des leads qui tombent. C'était un peu compliqué d'être prévisible et surtout aussi, je sentais que, en fait, j'avais pas optimisé le tunnel au maximum et qu'il y avait une vraie déperdition au sein des appels que je pourrais réserver, quoi. En vrai, ça m'intéresse de fou cette partie-là parce que je sais qu'à un moment donné, sur la partie vente, closing, tu as eu des grosses réflexions de ton côté et puis tu as assez avancé, je pense, sur ces sujets, même en market. Par rapport au moral des closers, qu'est-ce que le setting venait à impacter chez les closers? Parce qu'on n'en parle pas assez de ça, parce qu'on parle souvent que finalement des setters de leur côté ou que des closers de l'autre. Mais ouais, qu'est-ce que tu vois peut-être comme élément qui pouvait impacter tes closers? En fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il y a toujours deux styles de leads qui réservent un appel, enfin qui passent un appel. Tu as ceux qui ont réservé d'eux-mêmes, qui ont réservé spontanément parce qu'ils ont vu la vidéo, et d'autres qui n'ont pas osé réserver pour X ou Y raison parce qu'ils se sont dit, ils ont oublié, en fait, ils avaient autre chose à faire en même temps, ou même des fois ils se sont dit c'est peut-être pas fait pour moi. Et en fait, j'ai remarqué que vraiment il y a un vrai rôle entre les setters et les closers. Enfin un vrai lien, une vraie relation, parce qu'en gros, généralement, les leads les plus qualifiés en appel viennent souvent plus du setting ou même du setting IA, qu'on parlera un peu après, mais ils viennent beaucoup plus de ce setting que les personnes qui ont réservé leur appel par eux-mêmes. Parce que c'est des personnes qui ont, on va dire, qu'on pu poser déjà quelques questions, qu'on peut déjà avoir une réflexion un peu avancée. Et aussi, l'avantage du setting, c'est aussi de trier un petit peu, c'est de faire un premier tri et de pas garder les prospects qui n'ont pas d'argent, quoi. Ouais. Une composante super essentielle quand tu vois quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas le budget, tu peux pas les aider. Non, clairement. Et le closer, ça reste une brique. Aujourd'hui, on a besoin d'un humain. Et l'humain, il est touché par l'émotion, par la motivation. Et c'est ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ce que tu retrouves même dans des startups où effectivement, en fait, tes meilleurs sales, au bout d'un moment, ils vont être fatigués, ils vont en avoir marre d'avoir des leads, tu vois, un peu touristes. Et c'est à ce moment-là que tu vois, justement, les closers, les account exécutifs, comme on les appelle, s'en vont, tu vois. Donc, Ouais. ouais, ultra aligné sur cette partie-là. Et qu'est-ce que tu avais peut-être essayé de faire? Parce que je sais que tu aimes bien mettre la main à la pâte et venir tester toi-même les choses. Qu'est-ce que tu avais testé à ce moment-là, peut-être de ton côté, pour essayer d'optimiser ton tunnel? Alors, tout bonnement, ce que j'avais essayé de faire, c'était de faire le principe de, si, en gros, de base, quand on réfléchit à un tunnel pour une VSL, on se dit qu'on va mettre le numéro de téléphone pour pouvoir le recontacter. Mais vu que j'avais pas en fait de setter opérationnel qui était vraiment, enfin, ça fonctionnait pas tant que ça avec les setters, je me suis dit bon, on va faire autre chose. On va enlever le numéro de téléphone et on va se dire on oublie ça. Donc, d'une certaine manière, ça fonctionnait. Après, évidemment, c'était pas ce qui fonctionnait le mieux parce qu'il restait toujours une déperdition du lead. Donc, ça a marché un temps, mais en fait, j'ai vraiment vu la différence à partir du moment où il a commencé à avoir une vraie infrastructure de setting qui s'est implémentée, où il y a eu beaucoup plus de leads qui venaient et aussi beaucoup plus de leads qualifiés qui venaient dans le tunnel. Et j'avoue, là, j'aimerais trop que tu témoignes ce que tu as pu observer. Tu te souviens, sur le coup par lead, on s'était posé la question, et c'était un peu ton ultimatum, c'est est-ce que si je demande au prospect de laisser son numéro de téléphone, je vais avoir moins de personnes à laisser leurs informations, donc moins d'opt-in. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu as vu de tes propres yeux? Parce qu'on me pose tout le temps la question sur sur des appels de vente. Ouais, en gros, pour recontextualiser l'histoire, c'était au tout début, je dis, bon, moi, en fait, dans l'idée, ça me chauffait. L'idée d'avoir une infrastructure de setting IA qui permet de contacter tout le monde, c'est trop bien. Mais moi, ma seule crainte, c'était de me dire, en fait, d'avoir le numéro de téléphone sur Facebook, ça va augmenter le coût par lead. Et je sais pas si, on va dire, l'investissement, on va dire, de coût par lead augmenté, ça va être vraiment rentable. Et donc, on avait fait un test où, je crois que c'était un jeudi, on s'était appelé un jeudi et on s'est dit, vas-y, pour le week-end, pour 4 jours, on fait tourner les pubs avec le numéro de téléphone cette fois-ci pour pouvoir comparer par rapport à la semaine qui s'était passée, le taux d'opt-in pour savoir s'il y a eu une grosse fluctuation. Je crois, j'ai perdu 1 ou 2 points, ce qui est rien. En vrai, ce qui est rien par rapport au fait que maintenant, il y avait le numéro de téléphone.
Donc en fait, s'il y a cette crainte, faut toujours essayer. Mais c'est de se dire que le numéro de téléphone, c'est pas quelque chose qui va, on va dire, faire vraiment augmenter nos coûts d'acquisition. Je pense que le marché est de plus en plus aware de toutes les questions et du coup que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de demander le numéro de téléphone, quoi. Ouais, et du coup, je rebondis sur ce que tu as dit au début. Le plus simple, c'est le plus efficace. Et souvent, on a tendance à oublier parce qu'on met plein d'automatisation partout et on se dit que tout va tourner tout seul. Et en vrai, le numéro de téléphone, pour moi, c'est le meilleur moyen de contacter quelqu'un directement. Donc parfois, ça peut même valoir le coup, si tu as un coût par lead qui augmente un peu, de se dire, bah ouais, mais derrière, ça en vaut la chandelle parce que j'ai une prise de contact qui peut être directe. Par contre, et tu as raison, si tu le fais, il faut que tu aies les équipes en place pour pouvoir être réactif, appeler ces fameux numéros de téléphone. Sinon, en fait, derrière, dans la balance, ça ne vaut pas forcément le coup. Ok. Bah, écoute, très clair sur la mise en contexte. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné de façon ultra transparente, tu vois, l'envie de tester peut-être notre solution et surtout de passer par notre agence? Hop, hop, hop. En visionnant la vidéo, je me suis rendu compte que je parlais à plusieurs reprises de notre agence, mais que j'explique à aucun moment c'est quoi notre agence et qu'est-ce qu'on fait. Donc notre agence, comme ça tu as le contexte, elle s'appelle Smart Funnel. En fait, depuis 3 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre des IA qui font de la conversation pour rentabiliser des tunnels. En fait, on est une agence de revenus, on doit rentabiliser des tunnels grâce à de la conversation qui a lieu avec de l'IA, soit sur Insta, mais surtout sur WhatsApp pour aller engager des leads qui sont inactifs dans un CRM ou encore des leads qui laissent par exemple leurs informations à la suite d'un clic sur une pub ou d'un lead magnet. Voilà, comme ça tu as la mise en contexte, je te laisse regarder la suite. Let's go. Déjà, le simple fait que on avait déjà rapidement travaillé ensemble, que j'avais aussi vu du coup votre expérience en IA et tout, et ça me tentait énormément de pouvoir tester ça. Je trouvais que d'un point de vue acteur sur le marché, vous étiez avec avec Dylan les plus crédibles. Et aussi, en fait, plus que ça, d'un point de vue infrastructure IA, je me suis dit qu'en fait, j'étais un peu en mode aujourd'hui là, moi dans mon business, je suis en mode je pose les briques. Je sais que je suis pas en train de scaler, que je fais pas des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros comme beaucoup, mais je pose toutes les briques pour pouvoir survivre au scale. Parce que j'ai eu le malheur l'année dernière de vouloir scale trop vite et je me suis cassé les dents. Donc cette fois-ci, je veux vraiment poser les briques. Et je trouve que justement le setting IA est l'une des meilleures briques à poser à ce moment-là parce qu'en fait, plus il y a du volume et plus l'IA est fonctionnelle et plus en fait l'investissement devient rentable. Et surtout plus que rentable. Et en fait, l'IA derrière, ce qui est incroyable, c'est d'avoir un système qui te permet, que tu 100 personnes qui rentrent dans ton tunnel, que tu en aies 1000 ou 10 000, en fait, d'avoir une IA qui, tu sais, qui va au moins contacter toutes ces personnes. Mais Louis, il va falloir que tu dises un truc là, parce que on a échangé pendant 3-4 mois, tu tâtais à te lancer, etc. Et tu as regardé d'autres solutions, je crois qu'il y avait Orsay, je sais plus s'il y avait SetSmart ou quoi. Et au bout d'un moment, tu es revenu et tu as dit go. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour te lancer? Parce que pour le coup, pour un closer, t'étais pas un lead facile à closer. Qu'est-ce qui t'a donné le go? C'est vrai. Alors, ce qui m'a donné le go, c'était déjà d'avoir un tunnel opérationnel. Ok. Je pense que ça, c'était un truc important, c'était de se dire si mon tunnel, en fait, s'il n'arrivait pas à avoir, on va dire, un tunnel qui fonctionnait un minimum, quand je dis un minimum, c'était avoir, on va dire, quelque chose de prometteur au début, mais en fait, ça ne servait à rien d'y aller. Et même d'ailleurs, au début, même quand on a commencé à travailler ensemble, j'étais toujours pas rentable en ads. Ouais. J'étais à ce moment-là, je cramais mon argent comme pas possible pour la rentabilité. Bon, maintenant, l'avantage, c'est que si on cumule toutes les chaînes ensemble, c'est que on pourra y revenir, mais l'investissement du coup du setting IA cumulé avec le budget pub, aujourd'hui, je suis en ROS de 5 ou 6 par mois. En fait, les deux ensemble fonctionnent super bien et que s'il était qu'avec les ads, je sais que j'aurais pas eu un ROS si grand. Et pareil, le setting IA sans les ads aurait servi à rien. Donc en fait, je trouve que le cumul des deux a bien fonctionné. Et en fait, ouais, c'était ça. J'avais besoin de structurer ma boîte et de savoir exactement, parce qu'en fait, mon souci, c'était que je savais pas trop comment ça se passait dans ma boîte, la partie sales et tout. J'avais besoin de connaître ma partie sales pour pouvoir implémenter le bon outil au bon moment. Et l'équipe closer était trop contente d'avoir derrière une IA qui s'était tous les appels, quoi. Ouais, non, mais j'entends. Et la partie structuration, en fait, tu peux mettre le meilleur outil du monde. Si tu n'as pas en tête, tu vois, la partie structurante, malheureusement, l'outil, ça en devient un gadget. Et c'est là où, en gros, Mm. ton investissement, il est pas viable. Au moment où on s'est lancé ensemble, est-ce que tu as le souvenir, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on a démarré, comment s'est passé l'onboarding? Est-ce que tu as trouvé ça fluide? Est-ce que tu te souviens un peu de comment s'est passé les premières semaines?
Alors, vu que ça fait un peu de temps, je vais essayer de me rappeler. J'ai pas le mec avec la meilleure mémoire. Mais alors, aussi bien, je me souviens pas forcément de l'onboarding, mais je me souviens surtout du suivi et que là est vraiment cool. Moi qui, en plus, forme les gens à faire des agences, vous êtes un cas d'école. D'un point de vue sur onboarding, je me rappelle que j'avais pas eu de friction. Donc, généralement, on se souvient surtout du mauvais. Ouais, non, mais Donc, ça, c'est c'est clair. cool. Mais sur le suivi, par contre, ça c'est trop bien. Le suivi en termes de clients d'une agence, de se dire que toutes les semaines, on a le petit check-up en mode ouais, oui, du coup, voici les stats de la semaine dernière, il y a eu ça, 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 ça. Le fait qu'il y ait aussi un appel du coup aujourd'hui avec mon sales manager. Aussi, toutes les stats, je peux voir les stats, je peux vous les demander, je les ai rapidement. J'ai un petit Google, alors c'est Google Slide où je vois toutes mes stats au fur et à mesure des semaines et des mois. Donc ça aussi c'est trop bien et voir que en fait vous êtes réactif aussi. Mine de rien, d'un parti suivi, vous êtes super réactif quand il y a un problème, quand il y a une problématique. Est-ce que tu as un moment où tu te rappelles de, je sais pas, de retours un peu inattendus ou de choses inattendues que tu as vues sur des conversations avec l'IA ou globalement, est-ce que ouais, tu as vu des trucs où tu te dis putain, là c'est puissant. Là où j'ai vu les trucs où c'était puissant, c'est justement le feedback direct des closers. C'est vraiment ça, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est l'IA est vraiment bien, c'est qu'en fait, grâce à l'IA, les closers, ils sentent une diff entre les calls qu'ils ont de gens spontanés et des gens qui viennent grâce à l'IA. C'est qu'en fait, euh, c- je remarque en fait qu'elle s'améliore de plus en plus au fil des mois, l'IA. Et au fur et à mesure, maintenant, les prospects les plus qualifiés qui viennent en appel sont de l'IA systématiquement. Et les closers le voient directement. Donc ça, c'est trop bien, quoi, de savoir que quand il y a un call qui vient de l'IA, on sait qu'en fait, c'est un call qui est, on va dire, qualifié. Et en plus, c'était quelqu'un qui ne serait pas venu s'il n'y avait pas de setting. Et aussi, l'avantage, c'est ça que j'aime bien, c'est que je trouve que le setting d'IA se complète très bien avec le setting téléphonique. C'est on peut peut-être se dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Sauf que, en fait, moi, j'ai voulu faire les deux en même temps. Donc, en fait, c'est d'abord l'IA qui contacte. Et puis, quand le setter, il veut appeler quelqu'un, en fait, il appelle et il fait juste gaffe à la conversation qu'il a eue avec l'IA. Et en fait, en gros, juste de cette association de tout, le closer, enfin, le prospect, pardon, il se sent, on va dire, écouté, il sent qu'il est dans un écosystème. Et en fait, les deux se complètent bien entre eux parce qu'il y a des clauses que l'IA n'aurait pas, enfin, des calls que l'IA n'aurait pas pu tomber. Et pareil, derrière, le setter, il peut pas contacter tout le monde. Et surtout qu'un setter téléphonique, c'est déjà beaucoup de taf. Un setter WhatsApp, c'est énormément de taf, surtout quand tu fais des gros volumes, hein. Moi, je suis à des centaines de leads par jour, des fois. Donc, c'est des gros volumes au bout d'un moment. Donc, les deux se complètent bien. Hop, hop, hop. Si tu veux tester l'intelligence artificielle de Louis Esquier, tu trouveras juste en dessous dans la description un lien pour pouvoir tester ça. Et puis, sinon, pense à mettre un like, commenter cette vidéo. C'est comme ça que tu peux justement nous donner de la force à notre travail. Je te laisse continuer la vidéo. Allez, c'est parti. Ultra aligné. Et franchement, c'est un truc que je communique en masse parce que je pense pas que l'IA remplacera l'humain, tu vois, mais je pense qu'il faut juste remettre l'IA au bon endroit et l'humain aussi. Et typiquement sur les calls aujourd'hui, alors il y a des IA qui font des calls, alors peut-être que dans 6 mois ça aura changé, mais en vrai aujourd'hui c'est là où tu vois l'impact, c'est d'avoir un humain qui appelle et qui peut-être appelle des leads plus qualifiés, qu'il a pu pressentir grâce à l'IA, ou même voilà, où en fait l'humain vient un petit peu justement marquer le dernier point, tu vois, quand le prospect est chaud. Donc ouais, très aligné sur cette vision au niveau de la combinaison humain et IA. En termes de data, est-ce que tu peux rappeler rapidement quelques données sur effectivement ta campagne aujourd'hui? Ouais. Alors, du coup, en termes de données, donc là, en gros, je sais qu'il y a eu environ 700 leads là sur ces dernières semaines que vous avez pu contacter avec l'IA. Moi, je trouve la donnée la plus intéressante, c'est le nombre de calls. Parce que techniquement, moi, je pars du principe qu'en fait, il faut prendre aussi chaque point pour ce qu'il est. C'est que moi, ce que je veux, c'est que vous rameniez des calls et après, c'est au closer de se démerder pour en faire des ventes. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas demander, on va dire, à un setter et à un tunnel de faire les prospects les plus qualifiés possibles. C'est aussi au closer de faire son taf. Et là, franchement, beaucoup plus de calls. Ça se voit en fait en ce moment, du coup, 44% de calls en plus grâce à l'IA. Donc, je le vois, un call sur 4 en plus en ce moment, c'est grâce à l'IA. Donc, ça ajoute plus de 20 calls par semaine. Ce qui veut dire qu'en gros, ça permet à limite d'avoir un closer full time juste avec que l'IA. Et ça c'est bien. D'ailleurs, ça devrait être intéressant à se dire qu'il y a juste un closer sur les clauses de l'IA. Et après, ouais, il y a beaucoup d'échanges. Je vois qu'en fait, il y a eu un vrai, en fait, il y a eu un tout parce qu'on a parlé de WhatsApp, on n'a pas trop parlé d'Insta, mais en fait, je vois qu'en gros, non seulement ça me permet d'augmenter mes taux de conversion, mais en plus derrière, ça me permet d'augmenter la relation, qui est aussi super importante.
C'est que la relation, c'est que moi aussi, je pars du principe que bah, tu as faire l'argent maintenant et tu as aussi l'investissement à long terme, d'avoir des gens qui te suivent, qui t'apprécient et tout. Et en fait, bah, l'IA, vu qu'elle fait un point de contact entre toi et ses prospects, bah, en fait, on va dire, bah, de base, ils se disent, ah, bah, cette personne, elle a pensé à moi et tout, même si c'est son équipe ou quoi. Il y a un vrai jeu d'appréciation derrière. Et en fait, il n'y a pas que l'aspect financier derrière. Il y a vraiment, je sens que là, bah, grâce à l'IA, il y a tout un gros écosystème qui se crée où bah, ce sera beaucoup plus facile après d'avoir des gens qui apprécient mon contenu, qui me suivent. Donc ça aussi, c'est trop bien. Et aussi plus de personnes qui regardent la VSM. Non, bah, merci en tout cas pour le récap de la data. Si on parle concret, parce que souvent on a bien me demander, ok, mais combien de rendez-vous je vais faire en plus? Toi, du coup, en termes de rendez-vous concrets là par semaine, tu as combien de rendez-vous en addition toutes les semaines? Environ une vingtaine. Là, si je regarde les dernières semaines, c'était 22 rendez-vous par semaine en plus. Très clair, 22 rendez-vous du coup qualifiés. C'est souvent ce que je dis, genre ça sert à rien de Ouais. monter du rendez-vous si derrière tu ramènes enfin en tout cas du prospect touriste. Ok, très clair. Bah, merci pour ces infos. Pour toi, du coup, tu as gagné plutôt en quoi? On a parlé de conversion, mais est-ce que tu trouves que tu as gagné par rapport à ta situation d'avant, plutôt du temps, de l'énergie, du focus, ou enfin, tu étais dans quelle situation par rapport à ce qui se passe sur la partie IA? Je vais pas dire que j'ai gagné du temps parce que c'était pas moi qui m'occupais du setting. Ouais. Mais déjà, ce que j'ai gagné, c'est surtout, on va dire, en clarté et surtout d'avoir un business qui tourne de plus en plus, on va dire, sans moi, le plus en plus en autopilote. Moi, j'aime bien ce concept un petit peu de se dire de travailler sur les choses importantes. Et tu vois, en fait, à la fois contacter tous tes leads, c'est quelque chose de super important pour maximiser les ventes. À la fois, au bout d'un moment, quand tu fais environ 1000 leads par semaine en plus qui rentrent, ouais, va les contacter tous, quoi. Donc, de pouvoir avoir ce point de contact, on peut dire tout ce qu'on veut, Ouais. mieux avoir une IA qui contacte que personne. Et l'IA, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus économique et ça permet de au moins être sûr de contacter tout le monde. Et puis surtout aussi, nous, vu qu'on est dans le business, on a l'impression que ouais, mais ça se voit que c'est de l'IA. Sauf que bah, les gens ne le voient pas en fait que c'est de l'IA parce ils ont pas, on va dire, tout le tableau, ils ne doutent pas que c'est de l'IA partout. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc ouais, je pense que j'ai gagné beaucoup en clarté. De me dire que là, j'ai de plus en plus un business qui se développe et qui peut scale, qui peut survivre au scale. Parce que scaler, c'est pas simplement augmenter les budgets, c'est d'avoir l'infrastructure qui te permet de scaler et qui permet, quand tu augmentes les budgets, de maximiser l'argent que tu vas gagner en augmentant les budgets, quoi. Ouais, bah, c'est ultra intéressant avec ton recul. Je me souviens que tu étais quand même tu un gros utilisateur de l'IA de manière générale pour Ouais. plein de choses. Donc, je pense pas que la partie, tu vois, d'avoir une IA humanisée, c'était un truc qui te faisait peur. Par contre, il y a un vrai sujet, c'est que moi, j'ai beaucoup de personnes, notamment sur LinkedIn, qui me disent: «Ouais, mais l'IA dans le B2C, OK, mais le B2B, non». Toi, tu parles quand même à une population qui est assez smart. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui se disent: «Ouais, enfin, sur le B2B, ça peut pas marcher»? Bah en fait, faut pas oublier à quoi sert, on va dire, bah, une conversation. Une conversation, on va dire, l'objectif de la personne en conversation, que ce soit une personne ou une IA, c'est simplement de réserver un call. Et donc en fait, tu vois, c'est à chaque fois, c'est deux, trois petites phrases. L'objectif premier de l'IA, ça va être le plus possible de qualifier la personne et réserver un call. Et en fait, on sous-estime beaucoup des fois on va dire, c'est le ratio un petit peu Pareto, tu vois, d'effort et de résultat. Mmh. C'est qu'on se dit, ouais, mais si, faut que ce soit forcément un humain qui le fait. Ok, peut-être que l'humain ajoutera un ou deux calls de plus par semaine, mais sur 20 calls, c'était quelque chose qui coûte beaucoup moins cher, qui tu sais qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui surtout, en fait, un truc que moi j'apprécie énormément avec l'IA, même ne serait-ce qu'en premier point de contact ou en commençant une conversation et en déroulant les premières questions, au bout d'un moment, faut se l'avouer, hein, même les humains qui contactent, ils ont des templates. Ouais. Ils utilisent des templates copier-coller. Donc, tu donnes ce template à l'IA, elle fera pareil avec un texte à trous et elle le remplit, hein. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que, bah, en gros, on se dit toujours qu'il faut contacter un prospect 5 minutes après qu'il soit opt-in ou qu'il ait fait une action. Bah, en fait, l'IA te permet de le faire à 100% des cas. Là où un humain, c'est beaucoup plus long d'un point de vue manager l'humain pour qu'il le fasse, quoi. Mmh. Ouais, pour le coup, bah, c'est intéressant que tu l'appuies ici sur le fait de la réactivité et tu vas rire, mais en vrai, moi, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est: «Ouais, mais bon, WhatsApp dans le B2B, les gens l'utilisent pas, ou il y a peu de personnes qui utilisent WhatsApp, en France». Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, toi? Moi, j'ai une agence de marketing, du coup, je travaille avec des dizaines de clients en B2B.
on a tous une conversation WhatsApp, hein. Et justement, tous me demandent plus d'échanger par WhatsApp que d'échanger par Telegram ou par SMS ou par d'autres canaux, quoi. C'est WhatsApp. J'ai jamais eu de friction de personne qui m'a dit qu'ils n'avaient pas WhatsApp. Je l'ai eu qu'une seule fois. Je lui ai échangé par mail et par Skype, mais c'était l'enfer. Mais c'était il y a longtemps, quoi. Ok. Ouais, bah, tu vois, parfois on me demande d'envoyer des. Juste maintenant, c'est vrai, hein, quand on me demande d'envoyer un mail, ça me crée une friction. J'ai vraiment trop la flemme. La pire phrase que je peux entendre dans une semaine, c'est ouais, est-ce que tu peux envoyer tes plaquettes par mail? Alors déjà des plaquettes, Ah ouais. ça j'en ai pas, à part des plaquettes de beurre, mais c'est parce que je suis breton. Mais alors par mail, encore moins quoi. Et là, question vraiment, tu réponds de façon transparente, puis on arrive à la fin. Mais qu'est-ce que tu penses toi du multicanal? Est-ce que tu penses qu'il faut garder le mail? Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir justement une communication sur chacun des canaux? Tu as parlé du call aussi. C'est quoi ta vision de tout ça d'un point de vue vraiment macro acquisition? Alors, je pense que si tu commences, faut avoir un seul canal, voire deux, genre les plus importants ou les plus, on va dire, ceux qui sont les plus simples à mettre en place. Genre les emails, ça serait assez simple à mettre en place et à avoir la routine. Mais je pense que quand tu veux scale ou quand tu veux avoir un business qui fonctionne bien, il faut avoir tous ces canaux parce qu'en fait, tu as des personnes qui préfèrent être contactées par WhatsApp, t'en as qui préfèrent être appelées et t'en as qui préfèrent lire leurs emails. Et en fait, si tu veux répondre à toutes les personnes différentes, moi par exemple, je sais que personnellement, je suis pas fan des personnes qui m'envoient des messages WhatsApp. Je préfère justement quand c'est le pro avoir un email de newsletter, avoir un email simplement qui me demande de réserver un appel que un call ou que un message WhatsApp ou quoi. Quand on me prospecte, etc., c'est le même principe. Mais je sais par contre qu'il y en a qui adorent et qui préfèrent recevoir un message WhatsApp ou être appelé. Et en fait, si on veut vraiment répondre à toutes les demandes de nos leads, parce que chaque lead est différent, mine de rien, dans un tunnel, bah en fait, en gros, c'est pas une méthode qui supprime l'autre. C'est les trois méthodes ou toutes les méthodes ensemble qui font le vrai écosystème et qui te permettent d'en fait de maximiser la portée de ton message et d'être sûr qu'en fait toutes les personnes de ton tunnel t'ont écouté. Ça me rappelle Hormozy, tu vois, lors de la sortie de son livre il y a 2 ans là sur les leads. Ah ouais. Je sais pas si tu l'avais vu cette histoire. Mais il disait partout, en fait, tu sais, il avait claqué genre 100 000 euros en budget pub, il en parlait sur sa chaîne YouTube, son Instagram, son TikTok, son LinkedIn, de son nouveau livre et tout. Et à un moment, il se baladait dans Vegas, il rencontre quelqu'un et tout, un fan, et il lui dit hey, salut Hormozy, j'adore ce que tu fais et tout. Et Hormozy, il fait bah du coup, j'espère que tu seras là pour l'ouverture, enfin pour le lancement de mon nouveau livre. Et il dit quoi? Quel lancement? Et en fait, on a l'impression que nous on est dans notre business, que les gens qui regardent notre business voient tout, mais en fait, ils voient pas tout du tout. Et ils voient même quand on a l'impression de marteler un message, bah en fait même à ce moment-là, on l'a pas assez martelé. Parce que en fait, Ouais. si on l'avait martelé de partout, tout le monde en parlerait, mais personne n'en parle. Donc ça veut dire qu'on l'a pas assez martelé. Et tu vois, pour jumper aussi sur le truc multicanal, ça me rappelle que sur le bouquin d'Hormozy, c'est le 100 millions de leads ou je sais plus ce que c'est. Ouais, Ouais. Et ben en gros, c'est ça. dans son livre, tu peux scanner un QR code pour avoir la version audio. Et parce qu'il sait qu'il y a certaines personnes qui préfèrent d'autres formats, tu vois. Et moi, typiquement, j'ai été ce genre de Yankee qui ont acheté le livre, mais qui se sont amusés à l'écouter en audio. Et j'ai racheté derrière, tu vois. Et en fait, derrière, même sur l'audio, il peut s'amuser à te renvoyer vers l'événement physique. Et juste en faisant ça, bah, tu peux avoir effectivement des différentes typologies de personnes qui préfèrent tel ou tel canal. Donc, ouais, ultra aligné, en fait, d'avoir plusieurs canaux. Peut-être pas trop dès le départ, comme tu as dit, un ou deux. C'est Ouais. vraiment clé pour avoir touché une personne à différents endroits parce que tu as des soucis aussi de délivrabilité. Il y en a qui reçoivent moins les mails, il y en a qui lisent moins les Mm. mails. Enfin voilà, c'est ultra important d'avoir tout ça. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps là-dessus. Juste, qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite de se lancer avec Smart Funnel? Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, je lui dirais que alors je sais pas si ça va forcément vous aider, mais c'est déjà on va dire, de sentir qu'on a un tunnel qui est un minimum fonctionnel. Quand on dit un minimum fonctionnel, c'est qu'on a confiance dans ton tunnel. Si t'as pas confiance dans ton tunnel, je pense pas que vous pourrez faire des miracles. Ouais, totalement lié. Mais après, en fait, une fois que tu as un tunnel qui est bien ou que tu fais déjà de l'argent, en fait, ce que j'aime beaucoup avec du coup, avec vous, c'est qu'en fait, c'est que c'est vraiment long terme où l'idée où tu te dis au début, en fait, au début, tu vas pas moi, je sais, par exemple, en étant honnête, le premier mois de collaboration, j'ai pas été rentable. J'ai été break-even, donc j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai pas été rentable.
Mais maintenant, je suis plus que rentable avec l'IA, quoi. C'est qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que tu construis et quand travailler avec vous, c'est vraiment investir dans le long terme de sa boîte. C'est qu'on va vraiment construire quelque chose qui va grossir de plus en plus. Moi, plus après, je vais vous donner des leads et plus après, vous allez pouvoir faire des miracles derrière avec encore plus de calls, etc., plus de clauses qui tombent. Donc, quelqu'un qui hésite à se lancer, c'est de dire, en fait, s'il est prêt à investir dans le futur de sa boîte, bah en fait, c'est le moment de lancer, de se lancer, quoi. Parce que là, c'est vraiment quelque chose de long terme que tu construis. C'est vraiment quelque chose que je sais qui va durer dans le temps, hein. Dans 6 mois encore, j'aurai besoin du sitting IA tant que j'ai des leads qui rentrent. Et techniquement, on est toujours censé avoir des leads qui rentrent. Donc, Et puis je suis sûr que même si un jour Meta se casse ta gueule, de toute façon, tu auras YouTube pour ouais. venir aller chercher du lead en organisme. Bah écoute, merci beaucoup. Ça va être quoi du coup le prochain chantier sur les chantiers IA de ton côté? On a vu du coup la partie WhatsApp, la partie Insta. Dans un futur proche, où est-ce que tu aimerais voir de l'IA, toi, si tu pouvais créer une IA n'importe où, à n'importe quel endroit? Moi, je pense, là, ça va être sur la delivery. Ok. En gros, d'avoir une IA qui permet d'onboarder tous les clients. Parce que, en gros, alors, j'ai pas trop le problème de remboursement. On a envie d'avoir 0% de remboursement tout de même. Et ne serait-ce que même, sans forcément parler des remboursements, parler aussi surtout de la livraison et parler des résultats clients, c'est d'avoir une IA qui est vraiment là pour les accompagner tout le long de leur parcours et qu'une fois qu'ils sont inscrits enfin qu'ils ont acheté la formation, d'avoir une IA, tu vois, parce que quand on vend une offre high ticket à 3 000 euros, on va dire que tu as le budget et même tu prends des coachs qui vont aider. Mais d'avoir une IA qui est là pour les aider, les coachs, et de répondre aux questions, même d'avoir un flux WhatsApp, limite en groupe avec le coach et l'IA, où l'IA pose des questions, demande des choses aux clients du coup pour avancer. Et même sinon, euh, je, je pense là où ça peut être encore plus puissant, c'est l'idée sur des produits plus mid-ticket, tu vois, à 500, 1 000 euros, d'avoir une IA qui est là pour communiquer par WhatsApp avec les gens, pour vraiment faire en sorte, bah, vu que là on fait énormément de volume et qu'on n'a pas non plus envie on va dire, de mettre un coach dans un produit à 500 euros, bah, d'avoir une IA qui est vraiment là à répondre et à échanger avec les clients, quoi. Il va falloir que je te upsell parce que parce qu'on Ce a que vous faites. ça fait 4 mois qu'on pousse ce projet à des gros infopreneurs. Et ce qui est épatant, c'est que à la fois c'est ultra puissant, on les appelle les IA coach chez nous. Pour l'onboarding, c'est beaucoup plus fluide, ça te permet de détecter des potentiels churn ou insatisfaction. Ça te permet aussi donc, du côté positif, bah, si tu as un client qui est vraiment content et que tu arrives à le sentir avec l'IA, bah, de proposer pourquoi pas un produit Un témoignage? additionnel Ah, ou ou un un produit, ouais. témoignage, en vrai, pourquoi pas. Et l'autre élément qu'on a observé, auquel on s'attendait pas, c'est bah, typiquement, tu vois, sur la partie delivery pure, forcément, comme l'IA est plus réactive et qu'elle peut avoir des triggers de, tu sais, par exemple, en fonction des modules de formation, ça envoie une information à l'IA, bah, l'IA peut également vraiment, tu vois, être corps à corps avec la personne coachée et lui dire, alors, comment s'est passé ce module? C'est quoi la prochaine étape? La personne va dire, ah, je galère, par exemple, sur le mailing. Et du coup, l'IA va dire, ah, bah, écoute, retourne sur le module 1, tu auras plus d'infos là-dessus. Et ouais, c'est là où tu mêles justement ce type d'accompagnement. On a même des coachs qui te proposent par exemple l'accompagnement avec des humains à 12K. Et pour remonter d'un niveau l'accompagnement avec justement l'humain, donc ils ont monté leur prix. Et avec l'IA, justement, c'est du 500, 1000, 1005. Et du coup, tu as une IA coach parce que les gens aussi sont beaucoup plus matures et ils comprennent que si c'est l'IA de Louis Esquier, bah, et s'il a mis tout son jus de cerveau dessus, limite, ça vaut plus encore que d'être avec un coach de chez Louis Esquier, tu vois, parce que l'IA, elle est tout le temps là, disponible, elle peut répondre tout le temps. Donc ouais, c'est des sujets ultra intéressants sur lesquels on bosse et sur lesquels aussi le marché est en train de s'évangéliser. Donc ça promet pour l'avenir. Ouais. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, ce témoignage qui, je pense, est très factuel. Si jamais, effectivement, ces sujets t'intéressent, tu le sais, il faut s'abonner à la page, n'oublie pas. Et puis, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo autour de l'acquisition. Et puis, si jamais tu veux aussi tester cette IA, tu trouveras le lien en description. Bonne semaine, égalité, fraternité, prospection.